Hey, bonjour! Je m'appelle Nadine Fortin et je suis votre coach sur moncoach.tv. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à cet épisode du podcast Leader Résilient. Aujourd'hui, on accueille Philippe Bertrand. Philippe, je te remercie d'être avec moi aujourd'hui. Merci de l'invitation. Donc aujourd'hui, on parle de résilience et on va amener la notion de l'échec dans notre dialogue. Parle-nous de ta relation avec l'échec, Philippe. Oui, en fait, moi, je tiens à le dire, je suis un entrepreneur de carrière. Donc, ce qui veut dire que quand j'ai gradué de l'Université McGill en 1998, j'ai gradué en août 98, j'ai tout de suite parti ma première entreprise le 4 septembre 98. Et après ça, j'ai monté au fil des années. Là, je suis rendu à ma 13e entreprise. Mais les 10 premières années de ma carrière, donc de 1998 à 2008, j'ai eu 7 échecs entrepreneuriales, un après l'autre. Ça a été un chemin de croix, excusez l'expression, mais ça a été très, très, très difficile. J'en porte pratiquement des cicatrices sur le corps. Là. Les gens savent que je suis tatoué là, sur le corps, mais j'ai des dessins qui représentent certains de mes échecs. Je me les ai fait tatouer sur le corps, juste pour m'en rappeler à vie. Mais ça a été une période très, très difficile. Par contre, j'ai appris constamment à me relever, à avoir dans un échec une opportunité d'apprentissage, puis une étape de ma carrière. Par contre, ça a été très difficile. La dernière, en 2008, j'avais accumulé 1 million de dollars de dettes. J'étais à quelques semaines de perdre ma maison, là, de faire une faillite là, rocambolesque. Et j'ai été sauvé par des entrepreneurs qui étaient mes compétiteurs, qui m'ont tendu une perche, puis qui m'ont dit « Viens donc avec nous autres, on va te sauver, puis on va te permettre de te replacer financièrement. » Ce qui m'a permis puis je juge pas les gens qui l'ont fait, là, mais je n'ai pas fait faillite. Mon entreprise n'a pas fait faillite. Mm-hmm. J'ai été capable de payer tous les fournisseurs pendant 4 ans. Ça a été extrêmement difficile de payer tous ces fournisseurs-là. Ça a été très houleux aussi, parce que tu comprends que tu dis aux gens, oui, je te dois de l'argent, je ferai pas faillite, puis by the way, je vais te payer dans 4 ans, d'ici 4 ans. Donc, tout ça a été très éducatif, puis ça a été un pivot. En 2008, ça a été un pivot que je me suis dit, je peux pas continuer comme ça, là. Il y a quelque chose qui doit me manquer. Et là, j'ai juste réalisé que les 10 premières années de ma carrière entrepreneuriale, j'étais juste assis à la mauvaise place dans l'autobus. Moi, j'appelle ça souvent un autobus, là. Mais j'étais assis à la mauvaise place. J'étais dans le siège du pilote. Et je suis juste un mauvais pilote. Okay. Je suis un très, très bon numéro 2, mais un très, très mauvais CEO. Alors, depuis ce temps-là, depuis exactement 2011, je ne suis plus CEO d'aucune des organisations, même si je les ai fondées dans certains cas, même si j'étais un actionnaire important ou un investisseur important, je n'ai jamais plus été PDG, président, depuis 2011. Puis je le serai plus jamais non plus, parce que je suis juste pas bon à ça. J'ai d'autres talents. OK. Écoute, c'est tout à ton honneur, premièrement, dans mes valeurs à moi, de voir que tu étais acculé au mur et d'avoir l'intégrité de dire non, je ferai pas faillite puis je vais payer mes dettes jusqu'au bout, même si ça me prend bien du temps. J'imagine... Tu sais, ça s'est fait... bizarre, j'ai eu la question pas plus longtemps qu'hier dans un événement, mais est-ce que je le referais avec du recul? Je dois dire qu'en 2008, mon père m'avait appelé en me disant, mon père est fils de mécanicien. Mon grand-père était mécanicien dans l'armée canadienne. Donc, loin d'être une famille fortunée, m'avait dit, j'ai créé le nom Bertrand. Il n'est pas question que tu fasses faillite. J'avais dit, OK, mais tu vas m'aider. Il dit, oui, je vais te donner tous les conseils du monde, mais je te donnerai pas d'argent. Alors, ça a été très difficile. Ça m'en a coûté mon mariage. C'est des choses que je veux pas, qui ont pas, j'ai pas réussi à sauver là, ou à passer à travers.
Mais quand je regarde en arrière, tu sais, des fois, je me dis, puis j'ai vraiment eu la question hier, puis j'ai dit, je le referais-tu? Soit que je suis borné ou idiot, mais je referais la même vie que j'ai eue. OK. Tu as des apprentissages douloureux, mais qui ont fait qui je suis aujourd'hui, le type de leader que je suis devenu. Tu n'as pas besoin d'être PDG, tu n'as pas besoin d'être président pour être un leader ou un influenceur. Effectivement. Donc, aujourd'hui, j'ai d'autres challenges. Je travaille aussi fort qu'avant. Là. J'ai pas arrêté. C'est pas parce que t'es PDG, t'es pas PDG que tu travailles pas. Mais je m'attarde à d'autres tâches dans lesquelles j'ai un talent naturel et qui fait en sorte que, en 2008, je me rappelle, j'ai commencé à dire, je m'en vais travailler. Quand tu te lèves le matin, tu t'en vas travailler puis la compagnie est à toi, là. C'est jamais bon signe. Alors, quand j'ai fait ce pivot-là de plus être PDG, aujourd'hui, jusqu'à ce matin, à mes enfants, je leur ai dit, papa s'en va s'amuser. Parce que, tu sais, mes enfants chialaient sur l'école, il faut aller à l'école, il faut aller à l'école. Ben, écoutez, moi, je m'en vais travailler, mais je m'en vais m'amuser. C'est le fun d'être au bureau, c'est le fun d'avoir des challenges, c'est le fun d'essayer d'influencer quelqu'un, renverser une décision, travailler dans l'adversité. Faire une paye aux 2 semaines, c'est challengeant, mais j'aime ça. Puis on travaille en équipe aujourd'hui à la réaliser, je suis pas tout seul. Mais c'est ça la carrière d'un entrepreneur. OK. Je peux pas dire que je suis en désaccord avec tes enfants parce que je suis pas certaine que le système éducatif, malgré les évolutions qu'il subit depuis plusieurs années, est pas encore adapté à cette réalité de l'évolution de la technologie, de l'entrepreneuriat et tout ça. On est encore orienté vers l'industrialisation, là. Oui, non, mais ça, je suis 100% d'accord. Mais les parcours d'apprentissage aujourd'hui, je regarde comment mon fils apprend, à part un peu les méthodologies qui ont changé, comme ils apprennent à calculer des soustractions et des additions d'une façon que, honnêtement, j'ai de la misère. Tu sais, mon garçon de 9 ans, là, pourtant, là, c'est une de mes forces, c'est les mathématiques. J'ai de la misère à lui faire, pas faire le calcul, mais faire la représentation du calcul comme il l'enseigne en ce moment. Ouais. Par contre, la méthode d'enseignement avec un tableau, un professeur en avant, c'est complètement révolu. Moi, j'ai passé toutes mes études l'école me faisait passer pour être sûr que je reste pas dans la classe. L'année d'après. Je vous dis, là, quand j'ai gradué de l'Université McGill, une des parties de mon diplôme, c'était on te fait graduer pour que tu ne reviennes plus. Wow! Je suis retourné il y a 4-5 ans à mon école primaire. C'était le même directeur d'école. J'ai 42 ans. Je suis retourné et il m'a demandé si j'étais allé en prison. Ça te donne une idée. J'ai pas fait de bêtises dans la vie, j'étais juste turbulent. Ouais. Moi, c'était donne-moi le cahier, donne-moi le livre, je vais l'apprendre à la maison, fais-moi faire l'examen. Mais assis-moi pas dans une classe. C'est ça. Mais bon. Mais ça prend ce genre de personnalité-là qui tient pas en place pour être un véritable entrepreneur. En tout cas, c'est une des personnalités, des types de personnalités qui a tendance à aller vers l'entrepreneuriat. Écoute, Philippe, tu as déjà dit qu'il fallait se préparer à l'échec. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, regarde, c'est quelque chose que j'ai commencé à dire qui avait choqué beaucoup de gens. En fait, j'ai été énormément interpellé par des gens qui m'écrivaient que c'est ça, se préparer, il faut pas de plan B dans la vie. Mais je vais te donner un exemple. C'est un exemple un peu morbide, mais pour vous, tu le saisisses. Il y a une raison pourquoi les gens qui sont en alcool et qui ont un accident d'auto s'en tirent. C'est triste à dire. Mais quand tu es dans un épac, une collision, et que tu es sous, tu es tout mou. Et c'est pour ça que les gens s'en sortent. C'est démontré. C'est prouvé scientifiquement. Alors, pense à un échec. Tu sais que tu vas frapper le mur, là, si tu te crispes, si tu es tout stressé, puis tu es tout anxieux, puis ça va juste faire plus mal. C'est normal. Alors, tu sais, un échec, c'est une décélération rapide d'un événement. OK. Tu vas à 120 000 à l'heure, puis paf, il arrive quelque chose, tu passes de 120 à 10 km à l'heure. By the way, dans n'importe quelle sphère de ta vie, en vélo, en course, en tennis, ta paye que tu fais pas, cette décélération-là, elle va faire mal. Bon, ben pourquoi pas essayer un peu de mal avant?
Parce que c'est quoi ta tolérance? Moi, si je prends une règle, je te donne un coup sur la main, Mhm. il y a un degré auquel tu vas me dire, Philippe, là, arrête, là, ça, c'est plus drôle. Alors, mon feeling avec ça, puis j'ai pas d'études scientifiques, là, je suis pas un grand. Moi, j'ai juste dit après le nombre d'échecs que j'ai eus, quand je fais quelque chose qui est un peu plus courageux ou audacieux que d'habitude, que je sais qu'il y a une propension plus importante à un échec, je me prépare à cet échec-là. Fait que qu'est-ce que ça veut dire, se préparer à un échec, par exemple, dans le contexte d'une entreprise? Ben, c'est automatiquement d'avoir dans ta tête, du moins, moi je suis rendu que je les écris les étapes, comment tu vas te sortir du pétrin. OK. Tu sais, si tu mets un genou à terre dans la vie, là, c'est quoi le support que tu vas avoir de besoin? Alors, tu sais, tout dépendant de la sphère, mais si tu fais pas ta paye aujourd'hui, là, tu sais, tu fais pas ta paye aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire à tes employés? Tu sais, tu peux pas attendre que les employés découvrent qu'ils ont pas de paye. C'est quoi le plan d'action? Quel client tu peux appeler rapidement? On a tout le temps un client, by the way, qui nous fait confiance, à qui tu peux un peu tirer l'élastique et dire, hey, tu peux-tu m'avancer tel paiement? J'en aurais vraiment besoin. OK. Puis si comme entrepreneur, tu n'as pas ce type de client-là, ben, ta mission dès demain matin, c'est de développer un client où tu vas avoir cette relation-là avec le client. Moi, j'en ai plein de clients comme ça. Là, puis aujourd'hui, j'ai beau être un entrepreneur qui réussit, qui travaille fort, j'ai encore à ce jour 3, 4 clients que je peux appeler et dire, hey, cette semaine, c'est un peu rade. Tu peux-tu m'aider? Puis tout ça, tu vas me dire, hey Phil, passe cet après-midi, le chèque va être sur le comptoir. Alors, tu sais, c'est de la préparation comme ça. Tout dépendant de la tâche que tu es en train de faire, il faut que tu te prépares potentiellement à cet échec-là. Puis tu aies un petit ABC de comment tu vas te sortir le plus rapidement possible de cette difficulté-là. Puis ça veut pas dire non plus de faire un gros plan puis compliqué puis de non, juste comment que je me relève le plus rapidement possible de cette difficulté-là qui est passagère. Mhm. Ah, Fait c'est juste ça. ce que je comprends, Philippe, dans le fond, c'est, ben, certaines personnes vont dire, pourquoi tu focuses sur l'échec? C'est certain que tu vas te diriger vers l'échec si tu focuses là-dessus. Mais ce que toi, tu dis, dans le fond, c'est, je me prépare à rebondir s'il y a quelque chose qui m'abat. Je Oui, me prépare à rebondir tout simplement et non pas, tu te prépares pas à tomber sur le dos puis à rester là. Tu te prépares à te relever. regarde, c'est au même titre qu'au golf. Au golf, là, t'es devant une petite rivière. OK? Tu te dis, non, mais, tu sais, les golfeurs vont comprendre Oui, l'analogie. Tu oui. te dis, la rivière, la rivière, la rivière, je te garantis, tu risques de la mettre dans la rivière. Si tu te dis, hey, je vais essayer un beau shot, je sais pas, proche de la pine, puis au pire des scénarios, je vais faire plus un, mettre à côté, drop, puis je vais rejouer, je vais chipper. Si tu penses comme ça, la pression, le fait que tu te crispes, je vais en mettre dans l'eau, je vais te en mettre dans l'eau, tu vas jouer ton swing easy, puis ça va bien se passer. OK. Mais c'est la même affaire pour une question d'affaires. Sauf que c'est tabou de dire ça. C'est Hmm. gênant, je sais pas. Mais moi, je fonctionne tout le temps comme ça quand je pousse mes limites. Comme là, je me prépare pour le demi-marathon en fin de semaine. J'ai travaillé très fort, c'est mon premier de l'année, parce que je fais 4 marathons complets cette année, c'est mon objectif Wow. personnel. Mais à matin, j'ai poussé la machine, puis j'ai vraiment, vraiment poussé avec mon entraîneur, mais on savait ce qu'on faisait. Le pire scénario, c'est que je serais revenu à pied. Mais je sais que c'est ça le pire scénario. Alors, j'ai poussé encore plus. Mhm. Tu sais, j'ai pas mis ma vie en jeu. Alors, tu sais, il faut doser aussi des fois. On est extrémiste aujourd'hui. On est extrémiste et intense. Encore une fois, je reviens sur des thématiques plus entrepreneuriales. Si tu te prépares à une discussion très, très difficile avec un employé, un patron, ton gestionnaire, Ouais. tout le long, tu te dis, il va me crier après, ça va aller mal, ça va aller mal, ça va... Honnêtement, les chances que ça aille mal, tu les appelles dans l'univers. T'sais, au pire scénario, c'est un meeting de 30 minutes qui va pas être agréable. Mhm. Garde ton sang-froid, puis passe à autre chose. OK. T'as-tu d'autres conseils et astuces pour les gens qui sentent qu'ils sont proches d'un échec
pour qu'ils puissent se préparer comme ça. Ben, dans le pire des cas, c'est ça, puis je l'accepte, puis j'avance. Je pense que c'est des constats plus que des astuces. Le constat, c'est, moi je le dis souvent, j'ai le MBA des choses à ne pas faire en affaires. Les quatre, je les ai toutes faites. OK? Et aujourd'hui, ça me sert beaucoup parce que je suis capable de conseiller intelligemment les gens. Quand quelqu'un me dit quelque chose, oh, tabarouette, moi je l'ai essayé, ça, fais pas ça, là. C'est ça qui va arriver après. Puis là, le monde, il dit, comment ça, tu sais ça? Je l'ai fait. Ah, la première étape, c'est de faire un constat de ta situation actuelle. Des fois, je parle d'un Polaroid, moi. Okay. Prends un Polaroid de la situation que tu penses qui pourrait s'envenimer ou aller mal. Puis tout de suite, c'est de dire, si ça va mal, où vont être mes pôles de référence? Chez qui je vais pouvoir aller chercher de l'aide? Tu sais, c'est un problème en comptabilité. Ben, un chum comptable, un comptable qui est peut-être un fournisseur, peu importe, mais un problème en comptabilité, tu vas avoir besoin d'un comptable à un moment donné. Un problème personnel, puis dépendant du problème personnel, ça peut être un coach, ça peut être un psychologue, ça peut être un thérapeute, ça peu importe. Mais de faire ton 360 en arrière de toi pour savoir c'est qui le cercle d'amis, de fournisseurs que tu as. Tu sais, moi, je sais que quand j'ai tel type de problème, puis by the way, encore une fois, là, j'en ai tous les jours des problèmes. J'ai eu un problème un matin. J'ai appelé un de mes mentors en finance. Je disais, hey, Luc, j'ai telle situation, je trouve ça ambigu, qu'est-ce que je ferais? Je pense faire ça. Il dit, Philippe, tu as développé déjà le bon réflexe de m'appeler avant d'engendrer le mouvement. Tu sais, tant qu'à faire un pied dans la mauvaise direction. Alors ça, mais ça, j'ai développé ces relations-là avec des gens que je peux appeler au même titre que ce même mentor-là, quand aujourd'hui, il y a un problème de vente, puis dans ses équipes de vente, il dit, mais ça n'a pas de sens ce qu'on me dit. Il m'appelle. Il dit, Philippe, mon équipe de vente m'a dit ça fait-tu du sens? Puis là, je dis, ben, ah oui, ça en a du sens, faut que tu comprennes. Puis là, j'y explique. Alors, on s'échange entre amis, fournisseurs, collègues de travail comme ça. Alors, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de faire une évaluation du risque. Là, je parle pas de faire un Excel avec des tableaux, mais, tu sais, je suis en train de risquer quoi? 100 piastres, 100 000 piastres. 100 000 piastres, c'est tout ce qui me reste dans la vie. Tu sais, c'est peut-être pas une bonne idée, là, si tu restes juste 100 000, de miser 100 000 d'un coup. Alors, juste de t'assurer que tu as les bons outils pour la tâche que tu es en train d'effectuer. Parce que moi, je le dis souvent, on a tendance, les entrepreneurs, à être un peu trop courageux. Tu sais, on va aller à la chasse, mais tu sais, on a un canif suisse. C'est pas trop facile de chasser avec un canif suisse, là. Tu sais, je te dis pas que tu y arriveras pas, mais l'effort que ça va te demander, alors, regarde les outils de travail que tu as, puis assure-toi d'avoir un bon plan pour te sortir du trouble si tu tombes dans le trouble. Mm-hmm. Donc, ce que je comprends, c'est fais le bilan de ta situation, des relations qui peuvent t'aider. Gêne-toi pas de demander de l'aide. Puis, regarde aussi les outils que tu as autour de toi, puis une évaluation du risque. Puis, comment tu vas remédier à ces risques-là potentiellement, ou si tu vas les accepter. Exactement. Okay. Tu sais, pour certains, de perdre 5 000 $, c'est la fin du monde. Ouais. Pour d'autres, c'est une petite bosse. Mm-hmm. C'est ça. Alors, moi, je dis toujours que ma propension du risque, elle a diminué avec le temps, mais elle était déjà énorme. Moi, j'étais le gars qui jouait, en anglais, on dit all or none. C'est moi, je pouvais risquer tout ce que j'avais. Aujourd'hui, tu sais, ça fait quand même 22 ans que je suis en entrepreneur, j'ai 43 ans, j'ai 4 enfants. Je vois quand même, par rapport à tous mes collègues, les gens me trouvent pas mal rock'n'roll puis pas mal risk-taker, mais je leur dis en riant, je suis à 50% de comment j'étais il y a 20 ans. Oh. Ah, tu sais, le monde, ils font « Wow! Tu devais être un paquet de nerfs sur 2 pattes. » Mais c'est comme ça. Mais, tu sais, moi, je me case dans ce qu'on appelle les entrepreneurs visionnaires. Moi, je veux faire avancer les choses. Faire beaucoup d'argent, je dirais pas non, mais c'est plus ma principale motivation. J'ai fait beaucoup d'argent dans ma carrière. J'ai perdu beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je veux faire avancer les choses sur des thématiques qui sont propres à moi, autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Ça, c'est plus important que d'avoir des millions de dollars dans mon compte de banque. Mm-hmm. Mais
tu dis que tu veux faire avancer les choses, puis tu sais que les choses avancent au niveau de la technologie. Tu es un expert en technologie. Ouais. J'ai le goût de t'entendre sur ce que tu penses que le futur nous réserve dans la transformation là, du marché du travail. Regarde, j'ai passé avant 2015, donc ça fait juste, disons, de 98 à 2015. Alors, tu sais, c'est quand même pas loin de 20 ans. Mhm. Voilà, passé pas loin de 20 ans à vendre de la technologie, OK. à faire des systèmes qui permettaient de faire des transactions plus vite, des systèmes qui remplaçaient des humains, de l'automatisation en marketing, de l'automatisation en service en clientèle, toujours dans un but pécunier d'aller plus vite, faire plus d'argent, puis remplacer des humains. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, la robotique, Mhm. les objets connectés, honnêtement, j'ai peur. T'as peur. Je suis passé à un autre niveau. Je sais ce que la technologie peut faire parce que j'ai programmé des choses dans ma vie. J'ai programmé des systèmes, pas moi-même programmé, là, mais j'ai vendu des systèmes avec mes équipes où on a fait des systèmes pour la police. Et on ne sait que, en fait, le commun des mortels ne sait que 50-60% de la capacité des instruments qui traînent chez vous. Mhm. OK? Ta cafetière, un espresso branché par Wi-Fi pour savoir si tu as du café dedans, là. Pensez pas juste qu'un espresso utilise ça pour savoir s'il te manque du café, là. Ils sont en train de colliger de l'information parce que la machine est géopositionnée. Ils savent dans quelle rue la machine elle est. Ils savent tes aptitudes de consommation. Comme ils savent où la machine avec le registre foncier, ils savent la valeur de ta maison. On s'en va loin dans le data, dans ce qu'on appelle en anglais le data mining, donc la corroboration de données scientifiques. Ça, c'est juste les données, mais là, pense à tous les objets connectés qu'on a. Là. Mhm. Ta belle Apple Watch que tu as dans ton bras, que moi, je ne porte plus, envoie des informations sur ta santé à Apple en temps réel à tous les jours. Ton rythme cardiaque, ton poids, ton Apple ID. Honnêtement, là, je vous dis pas qu'ils le font, mais Apple a la capacité de rentrer à tous les membres qui ont un Apple Watch, de dire où tu habites, c'est quoi ton poids, ta grandeur, ton rythme cardiaque, 365 jours par année, 24 heures sur 24. Moi, tout ça, là, ça m'effraie. Je suis inquiet de ça parce qu'on a dépassé en ce moment un niveau éthique que c'est beau aller plus vite, c'est beau remplacer des humains, mais pour le marché de l'emploi, là, de sabrer des milliers d'emplois, parce que c'est ce qui s'en vient, là, des milliers et des milliers, pour ne pas dire des millions, qui vont perdre leur emploi par l'automatisation, la robotisation, on va y mettre où ce monde-là? Mhm. Puis c'est pas vrai qu'un manutentionnaire dans une usine qui gagnait très bien sa vie, même s'il était, puis pas même si, mais syndiqué à une quarantaine de piastres de l'heure, remplacé par un robot, ce monsieur-là ou cette dame-là qui a souvent, puis je ne juge pas, il y a sûrement des universitaires là-dedans, mais qui a peut-être un secondaire 5 ou un cégep, ne se replacera pas à 40 piastres de l'heure. Mhm. Alors, moi, je me pose des questions de société. Pourquoi qu'on a besoin de ça? L'appât du gain? Apple, aujourd'hui, a 200 milliards de dollars au comptant sans ses facilités de crédit. 200 milliards dans ses coffres. C'est quoi? On veut créer de la technologie jusqu'à temps qu'il y en ait 500 milliards? 600 milliards? Ces entreprises, là, je ne veux même pas parler des incidences fiscales, mais en plus, ces entreprises-là ne payent pratiquement pas d'impôts. Je me questionne. Je ne sais pas. Pourtant, j'ai passé 20 ans de ma vie à convaincre des entrepreneurs d'automatiser, d'aller plus vite. Tu sais, quand les entrepreneurs ils nous engageaient, puis on faisait un système de 100 000 $, mais on coupait 7 jobs, puis un ROI, le retour sur investissement va être dans 4 mois. Tu sais, j'ai été ce vendeur hustler-là là, qui disait, puis écoute, je recevais la grosse bouteille de champagne à chaque année pour dire, hey, Philippe, ton projet, ils nous ont fait, on fait 500 000 $ de profit net de plus, puis on a mis 10 personnes dehors.
Aujourd'hui, je suis mal à l'aise par rapport à ça. Mhm. Mais il va falloir se poser des questions parce que on est en ce moment dans une ère où je crois qu'il faut ralentir. On peut pas être connecté 24 heures sur 24. Ça n'a pas de sens. Euh, j'ai le goût de te ramener. Merci de ton, de ta vision de ce qui pourrait perturber le marché du travail si on continue au même rythme qu'on a acquis jusqu'à maintenant, peut-être même qu'on va accélérer, qui est probablement une erreur selon tes propos. Toi, aujourd'hui, tu dis que tu t'amuses. Comment tu contribues? C'est quoi ta mission maintenant? Aïe, aïe. C'est, tu sais, le fameux why. C'est quoi ton why? Vraiment, c'est un exercice que, tu comprends, moi, je suis un entrepreneur qui carbure à l'intensité puis qui carbure à, je pousse la machine, tu sais, je fais 4 marathons, je cours à tous les jours, tu sais, je suis toujours en, tu sais, souvent, mes associés ont souvent peur parce que je carbure à l'énergie d'adrénaline. Je suis un adepte des sports d'adrénaline. Je fais du vélo de montagne, de la course en trail. Mais mon why change au fil des années. Je pense qu'il est évolutif. Ça fait un peu bizarre de dire ça. Mais aujourd'hui, les entreprises, je vais parler de mon why professionnel. Mon why professionnel, c'est d'aider les entreprises dans les grands changements qu'ils vont vivre. OK. Et en ce moment, les modèles d'affaires de nos sociétés n'ont jamais été autant attaqués, principalement par des entreprises technologiques. Uber dans l'industrie du taxi, Airbnb dans les hôtels, les fintech pour les banques, etc. Donc, comment je vais aider une PME manufacturière à transformer son modèle d'affaires pour être viable, pour pas qu'on perde 200-300 emplois à Saint-Éphrem en Beauce. Alors ça, c'est mon why. Puis finalement, je vais mettre beaucoup d'eau dans mon vin sur mes honoraires de facturation si je sens que l'entrepreneur veut transformer sa business dans le but de préserver des emplois puis créer de la richesse collective. Ça, c'est mon why professionnel. Mon why personnel, c'est que j'ai 2 jeunes garçons, moi 9 et 13 ans. Lui de 13 ans, il est né en 2006. De 2006 à 2011, on me montre des photographies d'anniversaire, de fêtes, de temps familial, et je me rappelle pas des événements. Wow. J'étais juste pas là. Je vais essayer de pas devenir émotif, mais je veux pas retourner là. Alors, je veux participer pleinement à la vie de mes enfants. Je veux leur faire découvrir des choses. On fait du vélo de montagne. On fait de la course à pied. Mon plus jeune déteste ça, donc il vient à vélo. Mais je veux leur faire vivre des expériences pour leur montrer que les expériences de vie, c'est pas uniquement d'être capable de se payer un tout inclus à Cancun. Les expériences de vie, c'est d'aller se promener sur la rue dans le centre-ville de Montréal, Sainte-Catherine, puis que mes garçons me disent « Hey, pourquoi il y a autant de commerces de fermés? Ben, ça, les garçons, ça s'appelle le commerce en ligne. Je vais vous expliquer pourquoi ça affecte les commerçants qui ont pignon sur rue comme ça. C'est de voir la montée des itinérants dans le centre-ville de Montréal, puis de donner 10 $ à chacun de mes garçons en une pièce, puis de dire, vous pouvez la donner à qui vous voulez. Choisissez l'itinérant, on lui donne 1 pièce. Il faut contribuer, il faut aider ces gens-là. Donc, mon why aujourd'hui, est très centré sur mes garçons et j'ai 2 belles filles aussi, de leur faire vivre des expériences comme ça, qui pour eux, tu comprends que ils ont vécu d'aller à des Cancun, des Club Med avec moi, puis tout. Puis là, je suis comme plus un retour aux sources. Puis mes garçons ont beaucoup associé à ça à « Papa, t'es-tu en difficulté financière? » Non, mes finances vont très bien. C'est juste qu'il y a d'autres choses que d'aller à Cancun 2 semaines. Mm-hmm. OK? Puis c'est pas parce qu'on va pas à Cancun qu'on n'est pas hot. Puis il y a d'autres façons. Puis donc, c'est très, je sais pas comment tu fais, c'est un peu difficile à expliquer, mais je veux faire vivre des expériences à ma petite maisonnée de famille reconstituée de 4 enfants, down to earth,
Puis j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Mais c'est une grande transformation pour ces jeunes enfants-là qui ont été un peu élevés comme des enfants rois et dans la ouate, de dire, écoute, je vous ramène dans le bois. Tu sais, l'été passé, contrairement aux autres années, justement, on n'est pas allé dans le sud 2 semaines. On s'est quand même payé des très belles vacances au Mont-Tremblant. Mais on a passé du temps dans le bois, en vélo de montagne. Puis les premières journées, mes gars ont trouvé ça extrêmement difficile, tu sais, le vélo de montagne, d'un trail, mais c'est devenu des mordus du vélo de montagne, puis ils ont juste hâte, les trails en ce moment sont trop mouillés, mais ils ont hâte de refaire ça. Puis mes belles-filles, c'est la même affaire, sont très sportives outdoor. Donc, c'est ça mon why aujourd'hui, là, familial. Ce que j'entends, puis je l'entends même dans ton why professionnel, c'est que tu as mis l'accent, ce qui t'interpelle le plus, c'est la connexion humaine plutôt que la connexion au net et à la technologie. Oui, mais c'est nouveau. J'ai fait tellement de technologie, là, puis j'ai fait des beaux projets technologiques que je suis extrêmement fier avec des équipes extraordinaires à travers le monde. Mais il y a d'autres choses. Ouais. Tu sais, moi, je veux parler à du monde. Tu sais, j'ai écrit un article récemment sur hey, parlez donc au téléphone aux gens. Arrêtez d'écrire des textos, des messengers. Appelle le monde. Ben oui. Fais un appel de comment ça va de 15 minutes à ton client. Ça va aller bien plus vite que 144 courriels. Vous allez vous comprendre. Tu sais, en cette connexion-là, de parler à des gens. Hey, depuis 1 mois, j'ai réécrit des lettres manuscrites à la main. Oh! À la main. Et envoyé par la poste à des gens, des clients. Juste dire, j'ai pensé à une idée d'affaires. Et si tu savais le nombre de clients qui me rappellent Absolument. pour me dire, t'es tellement hot, là. Il dit, ça faisait des années que j'ai pas reçu une lettre écrite à la main, signée par la poste de quelqu'un. J'ai du fun à faire ça. Bon, ça me prend 20, je suis pas trop sûr que c'est économique et écologique parce que t'es pas habitué d'écrire à la main. Alors, je réécris ma lettre, tu sais, c'est pas comme si tu pouvais effacer à l'ordinateur. Alors, je déchire des papiers, c'est pas bon, je recommence, mais j'ai un fun fou à faire ça. Écoute, Philippe, je te remercie d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui. Je remercie également nos auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis, à la prochaine. Merci. À la prochaine.